Un millionnaire gare sa Bugatti de 3 millions d'euros devant un garage simple et se moque de la jeune mécanicienne. Je parie 100 000 euros si cette vieille ferraille dépasse ma voiture. Il rit en se moquant de la femme couverte de graisse et de sa fille qui le regarde, effrayée. Mais quand elle lève les yeux et répond d'une voix froide, j'accepte. Même l'influenceur qui filmait sent l'atmosphère changer. Personne là-bas n'imaginait ce que cette mère serait capable de faire avec une Renault 5 de 1979. Abonne-toi, mon ami. Et dis-moi en commentaire de quelle ville de France tu regardes cette histoire. Laissez-moi vous raconter une histoire qui va vous toucher en plein cœur. C'est l'histoire d'une femme qui a prouvé que le talent n'a pas de genre, pas de classe sociale, pas de diplôme accroché au mur. C'est l'histoire de courage, de dignité, d'une mère qui a affronté le monde entier pour prouver sa valeur. Marseille, 2019. Dans le quartier de la Belle de Mai, bien loin des résidences luxueuses de la ville, il existe un entrepôt loué aux murs écaillés et aux tuiles qui font du bruit quand il pleut fort. Là se trouvent les réparations automobiles Dubois, un garage automobile aussi modeste qu'honnête. L'odeur de graisse mélangée à l'huile moteur imprègne chaque recoin de cet endroit. Les outils, certains rouillés par le temps, sont organisés avec un soin presque maternel sur un établi en bois improvisé. Celle qui dirige ce garage est Nathalie Dubois, une jeune femme de 26 ans, aux yeux fatigués mais déterminés. Des mains calleuses qui racontent l'histoire de chaque vis serrée, de chaque moteur réparé. Nathalie n'est pas comme les autres femmes de son âge. Alors que ses amis d'école postaient des photos de remises de diplômes universitaires et de soirées dans des bars branchés, elle ne postait rien. Elle n'avait pas le temps pour les réseaux sociaux, pas d'argent pour les fêtes, pas de vie en dehors de cet entrepôt et de sa petite fille. Léa, 4 ans, jouait dans un coin du garage avec des pièces en plastique colorées pendant que sa mère travaillait. La petite fille était déjà habituée au bruit des outils, à l'odeur forte de carburant, à cet univers masculin que Nathalie habitait seule. Madame Michaud, la voisine âgée de 68 ans qui habitait la maison d'à côté, s'occupait de la petite fille pendant la journée. En échange, Nathalie réparait gratuitement la vieille Clio de 2006 de la dame, toujours gratuitement. L'histoire de Nathalie n'a pas commencé dans ce garage. Elle a commencé des années auparavant, quand elle n'avait que 22 ans et a découvert qu'elle était enceinte. Le petit ami, en apprenant la nouvelle, a simplement disparu. Il s'est envolé comme de la fumée, ne laissant derrière lui que des promesses vides et une jeune femme terrifiée, ne sachant pas comment elle subviendrait aux besoins d'un enfant. La famille, mieux vaut ne pas en parler. Ils ont dit qu'elle avait gâché sa vie, qu'elle devait assumer les conséquences de ses choix. Et elle a assumé, oui monsieur, seule. Avec seulement son baccalauréat en poche et 0 expérience professionnelle, Nathalie devait trouver un moyen de payer le loyer, les couches, le lait. C'est alors qu'elle a découvert, presque par hasard, qu'elle avait un talent naturel pour comprendre comment les choses fonctionnent. Elle a commencé à regarder des vidéos sur YouTube pendant les nuits, après que Léa dormait. Pendant que le monde entier se reposait, elle étudiait les systèmes d'injection électronique, apprenait sur les turbos, mémorisait les spécifications techniques des moteurs. Chaque vidéo était une leçon, chaque erreur était un apprentissage. 3 ans se sont écoulés ainsi, 3 ans de nuits sans sommeil, à économiser chaque centime, à supporter les regards de mépris quand elle disait qu'elle était mécanicienne. Une femme, mécanicienne, riaient les hommes. « Tu devrais être à la maison à t'occuper de ta fille », disaient les femmes. Mais Nathalie restait ferme, car elle savait que était le seul moyen d'offrir une vie digne à Léa. Maintenant, de l'autre côté de la ville, dans la luxueuse résidence, les jardins de l'Elme Étoile, où chaque maison vaut plus de 600 000 euros, vivait un homme très différent. Philippe Leclerc, 38 ans, homme d'affaires milliardaire de l'agro-industrie. Héritier de vastes plantations de soja et de maïs, Philippe avait multiplié la fortune de son père grâce à des investissements qui rapportaient plus en un mois que Nathalie ne gagnait en une année entière.
Le garage de Philippe était un musée de luxe sur roues, 12 véhicules importés, chacun plus cher que l'autre. Des Ferrari rouges étincelantes, des Lamborghini jaunes qui rugissaient comme des félins, des Porsche qui ressemblaient à des œuvres d'art. Mais le chouchou de Philippe était une Bugatti Chiron bleue métallisée évaluée à 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, vous pouvez imaginer, était plus d'argent que la plupart des gens ne voient de toute leur vie. Mais tout ce luxe ne comblait pas le vide que Philippe portait en lui depuis qu'il avait perdu sa sœur cadette, Isabelle, il y a 5 ans. Un accident de voiture brutal avait emporté la seule personne qui le comprenait vraiment. Depuis lors, Philippe S. était transformé en une personne froide, distante, arrogante. Il utilisait son argent comme une armure pour tenir les gens à distance, pour ne pas ressentir, pour ne plus souffrir. Et il y avait autre chose à propos de Philippe. Il croyait, avec toute la conviction du monde, que les femmes n'avaient pas les capacités techniques pour la mécanique automobile. C'est un travail d'homme, disait-il. Une mère de famille doit être à la maison à s'occuper de ses enfants, pas à jouer à la mécanicienne. Ces mots sortaient de sa bouche avec une naturalité effrayante, comme s'il s'agissait de vérité absolue. Alors, nous arrivons au jour qui allait tout changer. Marseille accueillerait la rencontre caritative Vitesse Solidaire, un événement où de riches hommes d'affaires couraient avec leurs voitures de luxe pour collecter des fonds pour la charité. Philippe, en tant que l'un des plus grands sponsors, avait inscrit sa Bugatti Chiron. La course aurait lieu le lendemain et il était confiant, même excité. Mais il se trouve que cet après-midi-là, alors qu'il conduisait en ville, vérifiant les derniers détails de l'événement, la Bugatti commença à présenter un petit problème au niveau du système de boîte de vitesse automatisée. Rien de grave, mais suffisamment irritant pour déranger un perfectionniste comme Philippe. Il avait besoin d'un mécanicien rapide. C'est alors qu'il passa devant le garage de Nathalie. L'endroit était si modeste, si différent des concessions de luxe qu'il fréquentait, qu'il faillit ne pas s'arrêter. Philippe gara la Bugatti devant l'entrepôt. Le contraste était brutal. Cette machine de 3 millions d'euros, bleue métallisée, brillant sous le soleil ardent de Marseille, garée devant un garage aux murs écaillés et à l'auvent rapiécé. Il descendit de la voiture et regarda autour de lui avec un dégoût évident. « Quel endroit est-ce » pensa-t-il. En entrant dans le garage, Philippe trouva Nathalie travaillant sous une Clio de 2010 faisant la vidange. Elle portait une combinaison bleue tachée de graisse, les cheveux attachés en une simple queue de cheval, des sueurs coulant sur son front. Dans un coin, Léa jouait avec ses petites pièces colorées, fredonnant doucement une chanson enfantine. Philippe s'arrêta et fronça les sourcils. Il regarda autour de lui, cherchant un homme. Il devait y avoir un homme là, n'est-ce pas? Après tout, cette femme sale de graisse ne pouvait pas être la vraie mécanicienne. Elle devait être la femme de ménage, ou la secrétaire, ou je ne sais quoi. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» demanda-t-il avec cette voix qui portait autorité et impatience. « J'ai besoin d'un vrai professionnel, pas d'une nounou qui joue à la mécanicienne. » Nathalie glissa dessous la voiture, utilisant ce chariot à roulettes, se leva calmement et fit face à Philippe. Elle avait déjà entendu ce ton de voix auparavant. Elle connaissait bien ce regard de mépris. Elle respira profondément. « Je suis la propriétaire, » répondit-elle d'une voix ferme mais polie. Philippe éclata de rire, un rire fort, moqueur, cruel. « Vous êtes la mécanicienne ?» Il regarda Léa et ajouta « Et vous amenez même des enfants au travail. C'est un garage ou une crèche ici ?» Le sang de Nathalie bouillonna, mais elle garda son calme. Des années de préjugés lui avaient appris à contrôler sa colère, à ravaler sa fierté, à maintenir sa dignité. « Ma fille reste avec moi pendant que je travaille. Si c'est un problème, vous pouvez chercher ailleurs. » Philippe continua. « Écoutez, je ne vais pas laisser des gamines aux mains sales toucher ma voiture. C'est une Bugatti Chiron de 3 millions d'euros. 3 millions. Vous n'avez probablement jamais vu autant d'argent réuni de votre vie. Où est le mécanicien, homme ? Le vrai professionnel ?» Léa, curieuse de cette belle voiture dehors, s'approcha de la porte. Ses petits yeux brillaient en voyant cette machine bleue,
étincelante. Philippe, en apercevant la petite fille s'approcher, fit un geste brusque de la main. « Hé, enfant sale, ne t'approche pas des choses de valeur !» Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Nathalie sentit quelque chose se briser en elle. Ce haine n'était pas une colère ordinaire. Ce haine n'était pas cette indignation profonde de quelqu'un qui supporte l'humiliation en silence depuis trop longtemps. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, elle prit Léa dans ses bras et dit d'une voix glaciale qui l'effraya elle-même. « Sortez de mon garage maintenant !» Philippe rit encore plus fort. « Votre garage ?» Il gesticula autour de lui avec mépris. « Vous devriez être à la maison à vous occuper de cet enfant, pas à faire semblant de comprendre les moteurs. Les femmes n'ont pas les capacités techniques pour ça. C'est biologique, c'est naturel. Vous n'êtes pas né pour la mécanique. Vous êtes né pour vous occuper de la maison et des enfants. » Nathalie serra Léa contre sa poitrine. La petite fille, effrayée, commença à pleurer doucement. « Maman, pourquoi l'homme est-il en colère ?» murmura-t-elle. Cela brisa le cœur de Nathalie en 1000 morceaux. « Sortez !» répéta Nathalie en montrant la porte. « Prenez votre voiture de 3 millions d'euros et disparaissez d'ici. Allez chercher vos mécaniciens de concession qui facturent 800 € juste pour regarder le problème. » Philippe était déjà en train de partir, riant toujours de cette manière arrogante, quand quelque chose au fond de l'entrepôt attira son attention. Partiellement couvert par une vieille bâche, se trouvait une vieille voiture. Il s'approcha et tira la bâche, révélant une Renault 5 de 1979 bleu clair. La peinture était usée, avec des taches de rouille apparentes, des pneus dégonflés, une apparence d'abandon total. « C'est ça que vous réparez, de la ferraille des années 70 ?» s'exclama Philippe avec encore plus de sarcasme. Il frappa la carrosserie de la main, produisant un son creux. « Pas étonnant que vous habitiez dans cet endroit. Qui travaille avec des ordures vit dans les ordures. Cette voiture ne vaut même pas 100 € à la casse. » Nathalie sentit les larmes brûler ses yeux, mais n'en laissa aucune couler. Cette Renault 5, cette voiture représentait tout pour elle. « Cette voiture était celle de mon père, » dit-elle d'une voix tremblante. « C était la dernière qu'il a eue avant de décéder quand j'avais 15 ans. Je la restaure petit à petit quand il me reste de l'argent. » Philippe la regarda sans aucune compassion dans les yeux. Zéro empathie. « Ça reste une ferraille rouillée. C'est le genre de voiture qui résume parfaitement qui vous êtes, dépassé, sans valeur et voué à l'oubli, tout comme vous, mécanicienne de pacotille. » À ce moment-là, comme si le destin l'avait envoyé, Michel Nogueira entra dans le garage. 500 000 abonnés sur Instagram et une chaîne YouTube avec 1,2 million d'abonnés. Il cherchait Nathalie car il avait entendu des commentaires de ses clients sur ses connaissances techniques impressionnantes. Il voulait faire une interview, découvrir comment une femme si jeune était devenue mécanicienne. « Nathalie ?» demanda Michel en entrant, déjà avec sa caméra à la main. Puis il vit Philippe et son visage s'illumina. « Philippe Leclerc. Mon vieux, quelle coïncidence. J'adore vos voitures. Je suis toujours vos publications. » Philippe, qui quelques secondes auparavant était en train de partir, s'arrêta immédiatement en voyant un influenceur célèbre. Là, une idée commença à se former dans sa tête. Une idée cruelle, mais qui deviendrait virale. Elle générerait des millions de vues, le placerait comme le protagoniste d'une histoire amusante. Il sourit. « Michel, quelle surprise, mon ami, » dit Philippe, changeant complètement de ton de voix. Maintenant, il était tout sourire, tout enthousiasme. « Oh, tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé ici. Laisse-moi te montrer quelque chose. » Avant que Nathalie ne puisse réagir, Philippe prit son téléphone et ouvrit Instagram. 500 000 abonnés, homme d'affaires riche, collectionneur de voitures, personnes influentes. Il commença une transmission en direct. En quelques secondes, des centaines de personnes commencèrent à regarder. « Et salut tout le monde, regardez où je suis !» Philippe parla à la caméra avec cet enthousiasme faux de celui qui veut faire le buzz sur les réseaux sociaux. « J'ai trouvé un garage très intéressant ici à Marseille. La mécanicienne est une femme, imaginez. Et regardez, elle est mère célibataire et travaille avec sa petite fille ici.
Les commentaires commencèrent à apparaître à l'écran. LOL, une femme mécanicienne, la pauvre, elle doit tout faire de travers. Ça ne peut pas marcher. Nathalie voyait tout. Chaque commentaire était un coup de poignard. Philippe continua. Et il y a plus. Elle a un projet de restauration ici. Michel, viens voir ça. Il tira Michel jusqu'à la Renault 5, dramatisant tout pour les caméras. Regardez cette Renault 5 détruite. 1979, les amis. La demoiselle ici appelle ça un projet. Moi, j'appelle ça un dépôt de ferraille. Michel était visiblement mal à l'aise. Il était venu faire une interview respectueuse, participer à une humiliation publique. Mon vieux, vas-y doucement. Il tenta d'intervenir, mais Philippe était en extase, alimenté par les milliers de spectateurs qui regardaient maintenant en direct. 10 000 personnes connectées. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous proposer quelque chose de épique. Il se tourna vers Nathalie, qui tenait Léa fermement, la petite fille cachant son visage dans le cou de sa mère. Regardez ici, mécanicienne, je vais vous faire une proposition devant tout le monde. Demain, il y a la rencontre caritative Vitesse Solidaire, une course de dragster sur l'autodrome. Je vous offre 100 000 € si votre voiture gagne. C'est plus d'argent que vous ne gagnerez en 10 ans à réparer des Clio et des Twingo accidentés. La transmission explosa. Les commentaires défilaient si vite qu'on avait à peine le temps de les lire. Même d'ailleurs, elle va accepter. La pauvre. Elle va se ridiculiser. Bugatti contre vieille Renault 5. Quelle blague. Philippe continua, de plus en plus cruel. Mais quand, et je ne sais pas quand, cette ferraille pathétique perdra contre ma Bugatti Chiron de 3 millions d'euros, vous ferez quelque chose pour moi. Vous admettrez en direct, devant tout le monde sur l'autodrome, qu'une femme n'a pas les capacités techniques pour rivaliser avec les hommes en mécanique automobile. Vous admettrez que vous devriez abandonner cette plaisanterie ridicule et vous occuper correctement de votre fille. Vous admettrez que vous faites la clown en faisant semblant d'être mécanicienne. Léa commença à pleurer. Ce haine n'était pas un petit sanglot, mais un cri de surprise, de peur. « Maman, maman !» elle sanglotait. Nathalie la berçait, essayant de la calmer, mais ses propres mains tremblaient. Michel tenta d'intervenir à nouveau. « Mon vieux, c'est trop injuste. C'est une Bugatti contre une vieille Renault 5. Ce n'est pas possible. » « Injuste ?» Philippe le coupa, se tournant vers la caméra. « Les amis, j'offre 100 000 €. Ce n'est pas injuste. C'est de la générosité. C'est plus d'argent qu'elle ne verra de toute sa vie en réparant des petites voitures de 5e catégorie. » 10 000 spectateurs. Les commentaires étaient un mélange de rires, quelques-uns défendant Nathalie, mais la plupart se moquant. « N'accepte pas, ma belle, tu vas te ridiculiser nationalement. Pauvre enfant d'avoir une mère comme ça. » Philippe s'approcha de Nathalie, la caméra filmant toujours tout. Il parla lentement, syllabe par syllabe, savourant chaque mot venimeux. « Alors, mécanicienne, vous acceptez ou non ? Ou allez-vous prouver que j'avais raison depuis le début, que vous n'êtes qu'une mère ratée de plus, essayant de compenser ses mauvais choix de vie en jouant à la mécanicienne, que vous avez abandonné vos devoirs de mère pour jouer avec des outils que vous ne savez pas utiliser ?» Le silence dans le garage était pesant. Michel tenait sa propre caméra sans savoir quoi faire. Léa pleurait dans les bras de sa mère. Madame Michaud, qui avait entendu la confusion, apparut à la porte du garage et resta là, choquée. Nathalie regarda sa fille, regarda ses petits yeux rouges d'avoir tant pleuré, effrayé, confus. Léa ne comprenait pas pourquoi cet homme criait, pourquoi il était si cruel, pourquoi les gens sur Internet riaient de sa maman. Et ce fut à ce moment-là, en regardant sa fille, que Nathalie prit sa décision. Elle essuya les larmes de Léa, embrassa son front et la confia à Madame Michaud. Elle respira profondément. Quand elle se tourna pour faire face à Philippe, ses yeux avaient une détermination qu'il n'attendait pas. Ce haine n'était pas une colère incontrôlée, et c'est était quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est était la certitude absolue de celle qui sait ce qu'elle va faire. « J'accepte votre pari », dit Nathalie d'une voix calme qui contrastait avec le chaos ambiant. « Vous me paierez 100 000 € quand ma voiture gagnera, mais vous ferez quelque chose de plus que payer. Vous présenterez des excuses publiques devant toutes les personnes sur l'autodrome et tous vos abonnés en ligne à ma fille.
pour l'avoir effrayé, pour avoir manqué de respect à la mémoire de mon père et pour avoir tenté de m'humilier. Philippe eut ce rire qui devenait caractéristique. Quand votre voiture gagnera, ma chère, vous vouliez dire si, mais d'accord, j'accepte. Michel, vous filmez ça? Parfait. Demain, Autodrome international de Marseille, 14 heures, Bugatti Chiron contre ça. Il désigna la Renault 5 avec mépris. La transmission se termina avec Philippe sortant du garage en riant, faisant des gestes à la caméra, imaginant déjà les gros titres. Homme d'affaires, humilie mécanicienne dans une course épique. Il monta dans la Bugatti, qui ironiquement avait toujours le problème de boîte de vitesse, et partit en accélérant fort, le moteur rugissant comme une annonce de victoire anticipée. Michel éteignit sa caméra et resta là, immobile, regardant Nathalie. « Vous êtes sûr de ce que vous venez de faire? C'est une Bugatti Chiron, 1500 chevaux de puissance. Elle atteint 100 km/h en 2,4 secondes. Elle coûte 3 millions d'euros. C'est l'une des voitures les plus rapides du monde, et vous allez concourir avec cette Renault 5 ?» Nathalie marcha jusqu'à la Renault 5, passa sa main avec tendresse sur la carrosserie usée. Un petit sourire, le premier de la journée, apparut sur ses lèvres. « Michel, vous voulez une bonne histoire pour votre chaîne? Laissez-moi vous montrer quelque chose que personne d'autre que moi ne sait. » Elle prit une clé et ouvrit le capot de la Renault 5. Ce que Michel vit à l'intérieur le fit littéralement tomber à la renverse. Ce N n'était pas un moteur de Renault 5 de 1979. Ce n'était même pas un moteur de voiture populaire. C était un moteur V8 turbo-compressé, poli, brillant sous la faible lumière de l'entrepôt. Les turbos étaient visibles, les intercouleurs customisés. Le système d'injection électronique était complètement programmable. Tout fait artisanalement, tout construit avec une perfection technique. « Mon Dieu !» murmura Michel. « C'est un moteur préparé de compétition ?» Nathalie répondit calmement. 800 chevaux de puissance. Moteur V8, turbo-garrette GTX 358 CAC 2R. Injection électronique programmable, FuelTech FT600, suspension réglable haute performance. Frein à disque sur les 4 roues importés de Willwood. Nœud de dragster Mickey Thompson. 3 ans de travail, Michel. 3 ans de nuit blanche. 3 ans à économiser sou par sou. 3 ans à étudier, tester, ajuster. Michel était en état de choc absolu. Pourquoi n'avez-vous jamais montré ça à personne? C'est incroyable. Vous avez construit une voiture de course. Nathalie referma le capot de la Renault 5 avec soin, comme quelqu'un qui garde un secret précieux. Elle regarda Michel avec ses yeux fatigués, mais pleins de détermination. Pourquoi je n'ai jamais montré? Parce que personne ne me prendrait au sérieux, Michel. Une mère célibataire, pauvre, disant qu'elle a construit une voiture de course. On se moquerait de moi, on dirait que je mentais, que cesser était impossible, que je n'avais pas les capacités. Exactement comme cet homme l'a fait aujourd'hui. Elle respira profondément, les émotions commençant enfin à déborder. Alors j'ai préféré travailler en silence, attendant le bon moment, attendant que quelqu'un me sous-estime suffisamment pour que je puisse prouver ma valeur. Et cet arrogant vient de me donner ce moment gratuitement. Il m'a offert l'opportunité que j'attendais depuis 3 ans. Michel était en train de tout assimiler. Son instinct de créateur de contenu lui criait que C était l'histoire de l'année. Nathalie, je dois documenter ça. Je dois filmer la préparation de la voiture, la course, tout. Ça va devenir viral, ça va changer votre vie. Mais seulement si vous me laissez faire. Je peux. Nathalie regarda Léa, qui était toujours dans les bras de Madame Michaud, les petits yeux rouges. Oui, mais à une condition. Vous ne raconterez pas seulement la course, vous raconterez l'histoire complète. Comment j'ai appris la mécanique seule pendant les nuits grâce à des vidéos sur Internet. Comment j'ai équilibré être mère et apprendre un métier que tout le monde disait n'être pas pour moi. Comment chaque pièce de ce moteur a été achetée avec sacrifice. Je veux que les gens comprennent que le talent ne s'achète pas. Il se construit avec de la sueur, des larmes, de la détermination. C'est d'accord, dit Michel, prenant déjà sa caméra professionnelle.
Je vais montrer à la France entière qui est Nathalie Dubois. La nuit tomba sur Marseille. Mais dans le garage de Nathalie, les lumières restèrent allumées. Elle avait moins de 24 heures pour préparer la Renault 5 pour la course la plus importante de sa vie. Non pas que la voiture ait besoin de beaucoup d'ajustements. 3 ans de travail méticuleux avaient garanti cela. Mais elle voulait être absolument sûre que chaque détail était parfait. Michel filmait tout. Nathalie expliquait chaque procédure avec une clarté technique impressionnante. Je vérifie la pression du turbo. Elle doit être à 2,2 bars pour une puissance optimale. Ici, le système d'injection programmable me permet d'ajuster le mélange air-carburant en temps réel. Ces turbos, Garrett, sont les mêmes que ceux utilisés dans les voitures de compétition professionnelle. 2 000 € la paire. Il m'a fallu 8 mois pour économiser l'argent pour les acheter. Léa dormait sur un matelas improvisé dans un coin du garage, et couverte de la veste de travail de sa mère. L'image de la petite fille dormant pendant que sa mère travaillait était déchirante. Madame Michaud resta là aussi, assise sur une vieille chaise, lui tenant silencieusement compagnie. Vers 3 heures du matin, alors que Nathalie effectuait les derniers réglages sur la suspension, Madame Michaud s'approcha avec un thermos de café chaud et des pains au fromage emballés dans une serviette. « Tu vas gagner demain, ma fille, » dit la vieille femme avec une conviction absolue dans la voix. Nathalie arrêta ce qu'elle faisait et regarda la femme qui était devenue sa famille. « Ce n'est pas pour moi, Madame Michaud, » dit-elle, la voix étranglée. « C'est pour elle, » elle désigna Léa endormie, « pour que ma fille grandisse en sachant que les femmes peuvent faire n'importe quoi. Être n'importe quoi, si elles ont le courage d'affronter ceux qui essaient de nous rabaisser, pour qu'elle ne laisse jamais personne lui dire qu'elle n'est pas capable, parce qu'elle est une femme. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Philippe était dans son manoir des Jardins de l'Étoile, célébrant à l'avance. Il avait réuni quelques amis hommes d'affaires, tous riant de la situation, tous imaginant déjà l'humiliation publique de la mécanicienne prétentieuse. 500 000 vues. Philippe se sentait un génie du divertissement. « Vous avez vu sa tête ?» Il tendit la bouteille à ses amis. « Elle pense qu'une vieille Renault 5 va battre ma Bugatti. Cette femme est complètement délirante. » Les amis riaient avec lui, faisant des blagues cruelles sur Nathalie, sur les mères célibataires, sur les femmes qui ne connaissent pas leur place. Mais il y avait quelque chose qui dérangeait Philippe, une pointe d'inconfort qu'il essayait d'ignorer. La façon dont Nathalie avait accepté le pari, ce calme, cette certitude. The N n'était pas la réaction de quelqu'un qui savait qu'il allait perdre. C était la réaction de quelqu'un qui savait que ce N n'était pas impossible. Il secoua la tête, chassant déjà la pensée. Une Renault 5 de 1979 battre une Bugatti Chiron. Ridicule. Le jour se leva sur Marseille, avec un ciel bleu parfait. La rencontre caritative, Vitesse solidaire, était déjà animée depuis tôt le matin. L'autodrome international était décoré de bannières de sponsors. D'écrans géants, les tribunes commençaient à se remplir. Plus de 50 voitures de luxe étaient inscrites à la compétition. Des Ferrari 488 GTB rouges étincelantes, des Lamborghini Huracan jaunes qui ressemblaient à des météores, des Porsche 911 Turbo S argentés, des McLaren 720 S qui semblaient venir du futur. Quand Nathalie arriva en remorquant sa Renault 5 dans une petite remorque tirée par une camionnette empruntée à un client, le contraste fut brutal. Cette petite voiture bleue usée, avec sa peinture écaillée et son apparence de ferraille, à côté de millions d'euros de super-machines. Les gens commencèrent à rire immédiatement. « Regardez ça !» un homme d'affaires désigna. « C'est la folle du pari. » Les rires se répandirent comme un feu de forêt. Des smartphones furent levés, tous voulant enregistrer ce moment hilarant. Nathalie descendit de la camionnette et commença à décharger la Renault 5, indifférente aux regards et aux commentaires. Philippe était dans le paddock, entouré de journalistes et de photographes. Quand il vit la Renault 5, il ne manqua pas l'occasion. Il s'approcha avec toute la pompe, la caméra de Michel et au moins 5 autres caméras de presse le suivant. « Regardez, les amis !»
annonça Philippe à voix haute pour que tout le monde entende. La mécanicienne a apporté sa ferraille. Quelqu'un doit lui dire que c'est une course de voitures ici, pas un dépôt de ferraille. Les rires résonnèrent dans le paddock. Même certains organisateurs de l'événement rirent, trouvant tout cela une grande blague. Léa était dans les tribunes avec Madame Michaud. La petite fille, vêtue d'une robe simple mais propre, tenait une pancarte qu'elle avait elle-même faite avec des crayons de couleur. « Vas-y, maman !» Mais en entendant les gens autour rire et faire des commentaires méchants, elle commença à pleurer doucement. « Pourquoi ils rient, mamie ?» demanda-t-elle entre deux sanglots. La vieille femme serra la petite fille dans ses bras. « Parce que les gens sont cruels avec ce qu'ils ne comprennent pas, ma petite. Mais tu vas voir, ta mère va faire taire tous ces ignorants. » Dans les coulisses, Nathalie effectuait les derniers préparatifs. Elle portait une combinaison de course simple, sans sponsor, sans logo, juste son nom brodé sur la poitrine. Michel s'approcha avec la caméra. « Nathalie, vous avez entendu ce qu'ils disent dehors. Vous voulez toujours continuer? Personne ne vous jugera si vous abandonnez. » Nathalie regarda directement la caméra, dans les yeux de Michel, et dit d'une voix ferme comme un roc, « Jamais! Cette course n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas pour prouver à cet homme arrogant, c'est pour montrer à ma fille et à toutes les filles qui regardent que l'opinion des gens cruels ne définit pas qui nous sommes, que le talent n'a pas de genre, que la dignité ne s'achète pas, que le respect se gagne. » L'animatrice de l'événement, une femme d'une quarantaine d'années vêtue d'une robe de soirée coûteuse, annonça par le système de sonorisation « Mesdames et messieurs, le moment de l'attraction spéciale de l'après-midi est arrivé. » Le pari qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, Philippe Leclerc dans sa Bugatti Chiron, évaluée à 3 millions d'euros contre une Renault 5 de 1979. La façon dont elle dit « Renault 5 1979 » arracha des rires à la foule. C était comme si elle racontait une mauvaise blague. Léa, dans les tribunes, entendit des adultes derrière elle commenter « Quelle mère irresponsable! Cette femme est folle, pauvre enfant !» La petite fille commença à pleurer plus fort. Nathalie, dans les coulisses, entendit cela par le biais du talkie-walkie que Michel lui avait donné pour rester connecté. Son cœur se serra, mais elle respira profondément. « C'est pour toi, ma fille, » murmura-t-elle. « Tout est pour toi. » Le moment du départ arriva. Les deux voitures furent positionnées côte à côte, sur la ligne de départ. Le contraste était absurde. D'un côté, l'imposante Bugatti Chiron bleue métallisée, parfaite, brillant sous le soleil ardent. Chaque ligne, chaque courbe criait luxe et technologie. De l'autre côté, la Renault 5 bleu clair usée, petite, apparemment fragile, avec sa peinture écaillée et sa carrosserie ancienne. David contre Goliath, la souris contre le lion. Philippe était à l'intérieur de la Bugatti, souriant avec arrogance. Il salua la foule comme un gladiateur romain sur le point de massacrer un adversaire sans défense. Nathalie était dans la Renault 5, les mains fermes sur le volant. Elle ferma les yeux un instant et pensa à son père, pensa à Léa. Pensa à toutes les nuits sans sommeil, à tous les moments d'humiliation, à tous les « tu n'es pas capable » qu'elle avait entendus dans sa vie. Le feu de départ commença son compte à rebours. Rouge. Le cœur de Nathalie battait fort, mais ses mains ne tremblaient pas. Jaune. Elle posa le pied sur l'embrayage, la main sur le levier de vitesse. Vert. Le rugissement fut assourdissant. La Bugatti démarra avec sa brutalité caractéristique. 1500 chevaux explosant en puissance pure, le système de traction intégrale transférant la force à l'asphalte avec une efficacité allemande de précision. C était un spectacle d'ingénierie avancée. La foule commença à crier, mais alors l'impensable se produisit. La Renault 5 non seulement suivit, elle explosa vers l'avant. Le moteur V8 turbo rugit comme un tonnerre furieux, un son viscéral, primitif, qui fit trembler le sol. Les turbos libérèrent ce sifflement caractéristique de haute pression, les 800 chevaux de puissance étant libérés d'un coup. La voiture, malgré sa carrosserie ancienne, avait un rapport poids-puissance supérieur à la Bugatti. Elle était plus légère, plus agile,
et chaque cheval de puissance avait été préparé avec amour et précision par des mains qui comprenaient les moteurs plus que les ordinateurs de bord ne pouvaient le calculer. La foule qui riait quelques secondes auparavant resta dans un silence absolu de choc. Les bouches s'ouvrirent, les yeux s'écarquillèrent. Que se passait-il? Comment était-ce possible? Ce n'est pas possible. Le commentateur officiel cria dans les haut-parleurs « La Renault 5 accélère plus ». Philippe, à l'intérieur de la Bugatti, n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait dans le rétroviseur. Cette ferraille le laissait derrière. Il appuya à fond sur l'accélérateur, activa le mode de puissance maximale, força chaque système électronique de la voiture, mais il était trop tard. La Renault 5 de Nathalie franchit la ligne d'arrivée en premier. 2 secondes d'avance. En course de dragster, 2 secondes, c'est une éternité. C'est la différence entre une voiture ordinaire et une machine de compétition. C'est la différence entre l'argent et le talent. C'est la différence entre l'arrogance et le dévouement. La foule explosa non pas en rire, mais en cris d'incrédulité absolue. Elle a gagné. La Renault 5 a gagné. C'est impossible. Dans les tribunes, Léa sautait de joie, pleurant et riant en même temps. « Ma maman a gagné !» criait-elle de toute la force de ses petits poumons. Nathalie arrêta la voiture et, pendant un long moment, resta simplement assise là, les mains toujours sur le volant. Puis, les larmes commencèrent. Ce haine n'était pas des larmes de tristesse, c'est qu'étaient des larmes de 3 ans de travail silencieux, de 3 ans de doute, de 3 ans à être sous-estimée, de 3 ans à prouver qu'elle était capable. Tout avait valu la peine. Michel courut jusqu'à la voiture avec la caméra, transmettant tout en direct. 200 000 personnes regardaient simultanément. « Nathalie, vous l'avez fait. Vous avez battu une Bugatti Chiron avec une Renault 5 de 1979. Comment? Écrivez « Respect » si vous croyez que le talent n'a pas de genre. » Nathalie descendit de la Renault 5, les jambes tremblantes. L'adrénaline courait toujours dans son corps, le cœur battant si fort qu'elle pouvait entendre son propre pouls dans ses oreilles. Michel était là, avec la caméra, et autour d'eux, une foule commençait à se former. Des gens qui riaient quelques minutes auparavant regardaient maintenant avec un mélange de choc et de respect. « Comment avez-vous fait ça ?» Michel répéta la question, la caméra braquée sur le visage en sueur et émue de Nathalie. Nathalie essuya ses larmes avec le dos de sa main sale de graisse. Elle respira profondément. Quand elle commença à parler, sa voix était étranglée, mais ferme. Cette voiture représente 3 ans de nuit sans sommeil. 3 ans à économiser chaque centime qui restait après avoir payé le loyer, la nourriture et les couches. 3 ans à étudier des vidéos sur YouTube pendant que ma fille dormait. Parce que je n'avais pas d'argent pour suivre un cours technique. Parce que je n'avais personne pour m'enseigner. La foule autour grandissait. Les gens se pressaient pour écouter, pour voir de près cette femme qui venait de faire l'impossible. Michel tenait la caméra fermement, capturant chaque mot, chaque émotion. Chaque vis de ce moteur a été serré par mes mains. Continua Nathalie en désignant la Renault 5. Chaque réglage a été calculé par moi. Chaque pièce a été achetée avec sacrifice. Cet homme a dit que J était dépassé, sans valeur et voué à l'oubli. Aujourd'hui, cette voiture, dépassée et sans valeur, vient de vaincre 3 millions d'euros de technologie allemande. Vous savez pourquoi? Parce que le talent ne s'achète pas avec de l'argent. Le talent se gagne avec du dévouement, de l'étude, du travail acharné. Un silence respectueux tomba sur la foule. Certaines femmes avaient les larmes aux yeux. Un homme commença à applaudir, puis un autre et un autre. En quelques secondes, une ovation assourdissante envahit l'autodrome. Des gens qui étaient moqués d'elle quelques minutes auparavant applaudissaient maintenant, criaient son nom, reconnaissant la grandeur de ce qu'ils avaient vu. Mais tout le monde voulait voir une chose, la réaction de Philippe Leclerc. Il sortit de la Bugatti lentement, comme un homme en transe. Son visage était pâle, ses mains tremblaient, toute cette arrogance, toute cette superbe, toute cette certitude absolue de victoire s'était effondrée. Il marcha vers Nathalie, comme un condamné marchant vers l'échafaud. La foule fit de la place, tous attendant une explosion de colère, une crise de riches gâtés.
Ce qui se passa surprit tout le monde. Philippe s'arrêta devant Nathalie et, sans dire un mot, tomba à genoux sur l'asphalte chaud de l'autodrome. Les caméras captèrent tout. Des milliers de personnes dans les tribunes virent, des dizaines de milliers regardaient en ligne. Et Philippe Leclerc, l'homme d'affaires milliardaire, l'homme qui avait humilié Nathalie publiquement, commença à pleurer. Ce n'était pas un pleur discret, c'était un pleur de âme brisée, de quelqu'un qui avait été forcé d'affronter ses propres défauts de la manière la plus publique et humiliante possible. Ses épaules tremblaient, les larmes coulaient librement sur le sol. « Je n'ai pas de mots », murmura-t-il, la voix presque inaudible. Puis il leva les yeux vers le visage de Nathalie. « Vous m'avez donné la plus grande leçon d'humilité de ma vie. Je vous ai jugé sur votre apparence, votre genre, votre condition sociale. J'ai complètement ignoré que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle a, mais dans ce qu'elle est. » La foule était dans un silence absolu maintenant. Personne ne s'attendait à cela. Philippe continua, les mots sortant entre les sanglots. Ma sœur Isabelle était aussi mécanicienne. Elle est morte il y a 5 ans dans un accident de voiture, et vous savez ce que je faisais ? Je me moquais d'elle. Je disais que la mécanique N n'était pas un travail pour une femme, qu'elle devrait faire quelque chose de plus féminin. Je n'ai jamais valorisé le talent extraordinaire qu'elle avait. Il désigna son cœur, puis sa tête. Vous m'avez montré que j'ai gaspillé les dernières années de la vie de ma sœur, étant trop arrogant pour reconnaître à quel point elle était incroyable. Aujourd'hui, en vous voyant, en voyant votre courage, votre talent, je vois ce qu'Isabelle a essayé de me montrer, et j'y étais trop aveugle pour le voir. Nathalie était en train de tout assimiler. Une partie d'elle voulait ressentir de la satisfaction pour la victoire, pour l'humiliation de l'homme qui l'avait si maltraité. Mais en voyant ce pleur authentique, ce repentir réel, elle ressentit quelque chose de différent. Elle ressentit de la compassion. Philippe se leva avec difficulté, et devant toute cette foule, les caméras, les écrans géants transmettant son image, il fit ce qu'il avait promis, mais il fit plus que cela. Il se tourna vers les tribunes et demanda à voix haute « Où est la fille de Nathalie, s'il vous plaît? Quelqu'un peut-il amener la petite fille ici ?» Madame Michaud apparut, tenant Léa par la main. La petite fille était effrayée par toute cette attention, mais en voyant sa mère là-bas, ses petits yeux s'illuminèrent. Philippe s'agenouilla à nouveau, maintenant à la hauteur de l'enfant. La scène était transmise sur les écrans géants et il n'y avait pas un œil sec dans les tribunes. « Léa, » dit-il d'une voix tremblante, « je m'appelle Philippe. Hier, j'ai été très cruel avec toi et ta mère. Je t'ai effrayé, je t'ai fait pleurer. J'ai manqué de respect à ta famille et je veux te demander pardon. Tu as la mère la plus courageuse, la plus talentueuse, la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, et j'ai été trop stupide pour le voir. » Léa regarda sa mère, cherchant son approbation. Nathalie hocha la tête, les yeux embués. La petite fille fit alors quelque chose que personne n'attendait. Elle serra Philippe dans ses bras. « C'est bon, tonton ?» dit-elle avec cette innocence pure des enfants. « Ma maman dit toujours que tout le monde mérite une seconde chance. » Cela brisa complètement Philippe. Il serra la petite fille dans ses bras et pleura encore plus fort. La foule explosa à nouveau en applaudissements. Même les hommes d'affaires les plus endurcis étaient émus. Michel filmait tout, des larmes coulant derrière la caméra. « Je vous dois 100 000 € pour le pari, mais je veux faire plus que ça. Je veux que vous m'enseigniez. Je veux apprendre le dévouement, l'humilité, comment gagner avec dignité et perdre avec grâce. Vous m'avez appris plus en 5 minutes que je n'ai appris en 38 ans de vie. » 300 000 personnes regardaient simultanément. Les commentaires étaient maintenant complètement différents. Je pleure. Quel incroyable rebondissement. Cette femme est une héroïne, la plus belle histoire que j'ai jamais vue. La vidéo était partagée par milliers chaque seconde. L'un des organisateurs de l'événement s'approcha avec le microphone. « Nathalie, aimeriez-vous dire quelque chose à toutes les personnes présentes ici ?» Nathalie prit le microphone, regarda la foule, les caméras, sa fille, tenue par Madame Michaud. Puis elle dit « Je veux parler à toutes les femmes qui me regardent, surtout aux mères célibataires, à celles qui ont été abandonnées, à celles qui se réveillent chaque jour sans savoir si elles vont pouvoir payer les factures.
Vous êtes capable, vous êtes forte. Ne laissez personne, vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose parce que vous êtes des femmes, parce que vous êtes pauvres, parce que vous n'avez pas de diplôme. Je n'ai pas fait d'études supérieures. J'ai tout appris seul sur Internet gratuitement. Si j'ai réussi, vous aussi, vous pouvez y arriver. L'ovation fut si forte qu'il semblait que l'autodrome allait s'effondrer. Des femmes dans les tribunes pleuraient ouvertement. Des hommes qui s'étaient moqués d'elles applaudissaient maintenant avec respect. Des journalistes couraient de tous les côtés, voulant des interviews. Mais Nathalie ne voulait qu'une chose. Elle rendit le microphone, marcha jusqu'à l'endroit où se trouvait Léa et prit sa fille dans ses bras. Elle la serra fort, sentant l'odeur des cheveux de la petite fille, sentant son petit cœur battre contre le sien. « Nous avons réussi, mon amour, » murmura-t-elle. « Nous avons réussi. »« Je savais que tu allais gagner, maman, » répondit Léa, en donnant un baiser sur la joue en sueur de sa mère. Dans les heures qui suivirent, la vidéo de la course devint virale de manière explosive. En 24 heures, elle accumula 8 millions de vues sur la chaîne de Michel. En 48 heures, elle atteignit 15 millions. Des émissions de télévision voulaient des interviews. Des magazines spécialisés dans l'automobile demandaient des articles exclusifs. Des constructeurs automobiles la contactèrent pour offrir des parrainages. Des entreprises de pièces automobiles voulaient associer leur marque à l'histoire de Nathalie. Elle était devenue, du jour au lendemain, un phénomène national. Mais pendant que le monde entier parlait d'elle, Nathalie était à la maison, donnant le bain à Léa, préparant le dîner simple, vivant sa vie normale, car au final, elle n'avait pas fait cela pour la célébrité ou l'argent. Elle l'avait fait pour prouver un point, que la dignité et le talent ne dépendent pas du genre ou de la classe sociale. Et ce point était plus que prouvé. 4 ans plus tard, le soleil brillait fort sur Marseille ce samedi matin. Le même autodrome international, où avait eu lieu la course légendaire, était à nouveau bondé, mais cette fois pour un événement très différent. Des banderoles colorées décoraient le lieu, des ballons montaient au ciel et une foule enthousiaste se pressait devant un énorme complexe nouvellement construit. 2000 mètres carrés de murs de verre laissaient voir l'intérieur rempli d'équipements de dernière génération, d'élévateurs automobiles importés, de machines de diagnostic informatisées, d'établis professionnels, d'une salle de classe équipée de projecteurs et d'ordinateurs, d'une bibliothèque technique avec des centaines de manuels et de livres spécialisés, et même d'une zone de test avec un dynamomètre pour mesurer la puissance des moteurs. C était le plus grand centre de préparation automobile et de formation technique du sud de la France. Nathalie était devant le bâtiment, vêtue d'une nouvelle combinaison de travail, sentant encore le neuf, mais elle était différente. Ce N était pas seulement la tenue, ce était la façon de tenir la tête haute, le sourire tranquille sur son visage, la confiance de celle qui savait exactement sa valeur. À 30 ans, elle était désormais une référence nationale en matière de modification de véhicules classiques. À ses côtés se tenait Manon, déjà âgée de 8 ans, vêtue d'une jolie robe bleue et tenant une paire de ciseaux géants pour couper le ruban d'inauguration. La fillette avait grandi en voyant sa mère interviewée dans des émissions de télévision, en regardant des reportages sur son histoire, en voyant des femmes de toute la France envoyer des messages, disant que Léa les avait inspirées à embrasser des carrières techniques. De l'autre côté de Léa se trouvait Thibault Dubois, mais ce N était plus le même homme arrogant d'il y a 4 ans. Thibault était plus mince, avec quelques cheveux gris qu'il n'avait pas auparavant, portant des vêtements simples au lieu de ses costumes hors de prix. Ses yeux affichaient une humilité sincère, une paix que l'argent n'avait jamais pu acheter. Dans les mois qui suivirent cette course, Thibault avait cherché à contacter Léa à plusieurs reprises, non pas pour demander des comptes ou tenter de renverser la situation. Il voulait apprendre, voulait comprendre comment elle avait réussi à surmonter tous ces obstacles, comment elle avait concilié maternité et travail, comment elle avait étudié seule, comment elle avait conservé sa dignité malgré les humiliations, et, surtout, il voulait se racheter.
Léa, au début, fut réticente. Elle refusa les 1000 euros du pari lorsque Thibault tenta de lui transférer l'argent. « Je ne veux pas de votre argent par pitié ou par culpabilité », avait-elle dit. « Mais si vous voulez vraiment faire quelque chose de valable, investissez dans l'éducation et les opportunités pour d'autres femmes comme moi. » Et Thibault prit cela au sérieux. Il vendit 3 de ses voitures de luxe et investit 5 millions d'euros dans la construction de ce complexe. Mais il ne fit pas cela seul. Il ne se contenta pas de mettre son nom sur le projet. Il tint à ce que ce soit un partenariat, que le nom de Léa soit mis en avant, qu'elle ait un contrôle total sur la gestion et la direction pédagogique. Il avait enfin appris que la véritable générosité n'est pas d'imposer sa volonté, mais d'autonomiser l'autre. La cérémonie d'inauguration était sur le point de commencer. Des journalistes de divers médias étaient présents. Gabin, bien sûr, était là avec sa caméra, transmettant tout en direct à ses désormais 2,3 millions d'abonnés. Madame Colette était au premier rang, émue, tenant un mouchoir pour essuyer ses larmes de fierté. Le présentateur de la cérémonie annonça « Mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie que nous inaugurons aujourd'hui l'atelier Léa Performance. » Et la particularité de ce centre est que 50% des places des formations techniques proposées sont réservées exclusivement aux femmes, en particulier aux mères qui recherchent l'indépendance financière par le biais de la profession de mécanicienne automobile. La foule applaudit avec enthousiasme. Parmi les personnes présentes se trouvaient 15 femmes qui avaient déjà été sélectionnées pour la première promotion. Mères célibataires, veuves, femmes ayant perdu leur emploi. Femmes désireuses de prendre un nouveau départ. Toutes regardaient Léa, les yeux brillants, voyant en elle non seulement une professeure, mais un symbole qu'il était possible de réussir. Thibault prit le micro et sa voix trembla un peu sous l'émotion. « J'ai le plaisir d'annoncer la création d'un prix de 10 000 euros pour les mécaniciennes qui démontrent un talent exceptionnel. Le prix est nommé en hommage à ma sœur, qui a toujours su que les femmes étaient capables de tout et que j'ai été trop arrogant pour elle écouter. » Il se tourna vers Léa et il y avait des larmes dans ses yeux. Léa Dubois est la première lauréate honoraire de ce prix. Elle ne m'a pas seulement enseigné la mécanique, elle m'a enseigné l'humanité, le respect, la reconnaissance de la valeur là où la société nous apprend à ignorer. J était un homme riche, mais vide. Aujourd'hui, je suis un homme transformé. Léa prit le micro, regarda cette foule, les caméras, sa fille à ses côtés, respira profondément et commença. « Il y a 4 ans, un homme m'a dit que J était dépassé, sans valeur et voué à l'oubli. Aujourd'hui, je regarde autour de moi et je vois des dizaines de femmes apprendre, grandir, réussir. Je vois un avenir où mes élèves enseigneront à d'autres femmes qui en enseigneront à d'autres, créant une chaîne de savoir et d'autonomisation. » Elle fit une pause, l'émotion la submergeant presque. « Si mon histoire a enseigné quelque chose, c'est que le préjugé n'a de pouvoir que si nous lui permettons de nous définir. Ne permettez pas, jamais au grand jamais, que quelqu'un vous dise que vous n'êtes pas capable. Étudiez, travaillez, luttez, et quand vous réussirez, soyez généreuse. Aider d'autres personnes à réussir aussi, c'est le vrai succès. » Manon, Léa et Thibault coupèrent le ruban ensemble. La foule éclata en applaudissements. Les portes de l'atelier s'ouvrirent et tous entrèrent pour découvrir cet espace qui allait changer tant de vies. À l'entrée, exposée comme une pièce de musée, se trouvait la Renault 5 bleu clair, polie maintenant, restaurée extérieurement, mais conservant à l'intérieur tout le moteur préparé qui avait battu une Bugatti. Une plaque à côté de la voiture disait « Ne jugez jamais un moteur à sa carrosserie, ne jugez jamais une personne à son apparence. La vraie puissance vient de l'intérieur. » Thibault Lès était complètement transformé. Il avait conservé sa collection de supercars, mais les utilisait désormais différemment. Il les emmenait régulièrement à des événements caritatifs, offrait des essais aux élèves de l'atelier, enseignait les différentes technologies automobiles. Son manoir à Neuilly-sur-Seine avait maintenant une photo encadrée de Julie dans le salon principal et il parlait d'elle avec fierté, reconnaissant le talent qu'il avait ignoré de son vivant.
Dans les années suivantes, l'atelier Léa Performance formerait des centaines de mécaniciennes. Beaucoup d'entre elles ouvriraient leurs propres ateliers, d'autres travailleraient dans des concessions, certaines deviendraient instructrices et toutes portaient en elles l'histoire de Léa comme inspiration. L'histoire de la Renault 5, qui a battu la Bugatti, devint une légende. Chaque fois que quelqu'un doutait de la capacité d'une femme en mécanique, les gens rappelaient « Avez-vous déjà entendu l'histoire de Léa Dubois ? Alors, respectez ». Et cette nuit d'inauguration, après que tout le monde fut parti, Léa resta seule dans l'atelier pendant quelques minutes. Elle s'approcha de la Renault 5, passa tendrement la main sur la carrosserie et murmura « Nous avons réussi, papa. J'ai réussi à honorer ta mémoire. J'ai réussi à prouver que ta fille était capable. » Manon apparut à la porte. Léa sourit, prit sa fille par la main et ensemble, elles sortirent de ce lieu qui représentait non seulement une victoire personnelle, mais une victoire pour toutes les femmes qui osent rêver au-delà de ce que la société permet.